Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, en début de mois de novembre, j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier et là c'est aux éditions Albin Michel. Je vais être franche, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'irai pas jusqu'à pas du tout en fait. Mon avis il est un peu entre deux. Pour vous résumer, en fait, on suit l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas de nom. Voilà, elle a pas de nom, elle a pas de prénom, c'est une jeune femme, voilà, qui est au service d'une dame du nom de Madame Van Hooper, donc au début du roman. Et en fait, elle est un peu là comme demoiselle de compagnie, si vous voulez. Et elles sont toutes les deux à Monaco. Donc notre protagoniste, son nom, va rencontrer à Monaco Maxime de Winter, donc qui est le propriétaire d'un immense manoir, le manoir de Manderley. De fil en aiguille, en fait, donc la protagoniste va se mettre à fréquenter ce mec-là et ils vont se marier, mais genre 3 semaines après, même pas, quelque chose comme ça. Et ils vont tous les deux, en fait, aller emménager dans ce manoir. Le problème étant que il y a la présence de l'ex-femme de Monsieur de Winter, qui est morte en fait, qui avait été retrouvée morte noyée dans un bateau. Et sa présence à cette fameuse Rebecca est absolument partout dans le manoir. Et donc la protagoniste va devoir un peu essayer d'apprendre à vivre avec tous ses souvenirs de cette femme qu'elle n'a pas connue. Pourquoi j'ai pas aimé? Alors déjà, la protagoniste, elle est plate. Vraiment, c'était super chiant en fait. Elle a pas de caractère. Genre, il y a une domestique, j'ai plus le nom parce que je l'ai lu il y a quand même maintenant un mois, qui adore en fait Rebecca et qui sans arrêt dit « Oh, vous voyez, ça c'était la brosse à cheveux de Rebecca. Oh, ça c'était sa chaise préférée à Rebecca. » Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et la protagoniste est là. « Ah d'accord, vous pouvez laisser ça tel quel. » Moi franchement, j'aurais été à sa place, j'aurais fait « Bah ok, je m'en fous en fait. Enfin, c'est moi la nouvelle Madame de Winter. Je m'en fous de l'ancienne, tu vois. » Et du coup, ça m'a vraiment saoulée. Ensuite, il y a un truc qui m'a grave gavé aussi dans le récit, c'est que sans arrêt, donc la protagoniste sans nom, elle s'imagine des choses. Donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, c'est pas un exemple textuel, hein, elle va être accoudée sur le rebord d'une fenêtre et puis elle va regarder en bas et puis elle va voir deux personnes qui discutent et elle va s'imaginer ce qu'ils vont se dire. Donc elle dit, et là, ils discuteraient de ça et ensuite ils se lèveraient, ils iraient faire un tour de jardin et ensemble ils marcheraient main dans la main. Et c'est que, en fait, des suppositions, vraiment, elle s'imagine ça dans sa tête. Alors c'est pour montrer qu'elle est très la tête dans les nuages, que elle est aussi un petit peu paranoïaque parce qu'elle va s'imaginer que machin dirait ça sur elle alors que c'est faux. Et le problème en fait c'est que c'est ça des fois toutes les 2 pages. Donc toutes les 2 pages t'as genre des fois une page de description où c'est la protagoniste qui se dit, qui s'imagine en fait ce que X et Y feraient là maintenant, ce qu'ils penseraient, où est-ce qu'ils iraient, sauf qu'au bout d'un moment c'est lourd, ça alourdit le récit. Je pense qu'il y a peut-être 30 pages, si ce n'est 50 pages qu'on aurait pu enlever parce que c'est que ça, c'est que elle qui s'imagine des choses. Alors je sais que c'est un classique et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le récit, mais franchement moi pas du tout, et en plus de ça je pensais que ça allait être un récit gothique. L'aspect gothique franchement je l'ai pas vu, et je pensais aussi que ça allait être un peu quelque chose un peu plus dans le surnaturel, et franchement non pas du tout, donc si il vous intrigue, je pense que ça peut être intéressant de le lire, mais franchement, moi, je peux pas vraiment le recommander tel quel, quoi. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture et je vais prendre l'habitude de le faire parce que ça peut essayer, voilà, plutôt que faire un insert, je trouve que c'est plus intéressant. Une longue allée serpente entre des arbres centenaires, la brume s'accroche aux branches et, tout au bout, entre la mer et les bois sombres, un manoir majestueux, Manderley, le triomphe de Rebecca de Winter, belle, troublante, admirée de tous. Un an après sa mort, son charme noir hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse de Maxime de Winter, jeune et timide, pourrait-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Et donc après on s'en fout parce qu'en fait il parle juste du fait que le livre avait été adapté déjà une fois au cinéma par Hitchcock et là plus récemment, qui est d'ailleurs un film sur Netflix. Alors le film j'ai trouvé plutôt bien, dans le sens où en fait l'histoire est bien dans le roman, mais elle est trop longue, ça prend vraiment trop son temps je trouve, et justement sous l'aspect film, ça permet de réduire et de condenser l'histoire à 1h30. Alors évidemment il y a énormément de choses qui ont été enlevées, mais du coup sous forme de film, moi je l'ai limite plus apprécié en fait. Donc voilà pour Rebecca. Ensuite j'ai relu Draconis, donc là c'est le Draconis premier du nom, donc c'est par Chêne et Nimu, il n'y a pas d'édition parce que c'est autopublié. C'est un artbook avec un bestiaire sur les dragons, je vous mettrai quelques petits plans d'insert. Il n'y a pas vraiment d'histoire pour le coup, c'est plus un bestiaire, il y a un genre de trame d'exploration de personnes qui se retrouvent dans un monde peuplé de dragons, mais c'est quelques bribes en fait par-ci par-là, c'est vraiment pas une énorme histoire, mais le livre est absolument magnifique. Pour la 4e de couverture,
Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les dragons. Ici, la vérité qui se cache derrière nos légendes est enfin dévoilée. Mais êtes-vous réellement prêt à y croire? Voilà, ça fait partie de mes coups de cœur, mais j'adore le travail d'illustration de Shane et j'adore son univers et les dragons, donc forcément, ça ne pouvait que matcher. Ensuite, j'ai lu Dragonis Étincelle, donc qui est la suite entre guillemets, enfin le deuxième du nom. Oui, on peut dire que c'est une suite parce que du coup là en fait la trame de l'histoire est beaucoup plus développée. On est sur un carnet d'études de voyage en fait, donc de cette personne Elise il me semble, je sais plus, non Edith, qui se retrouve donc dans le monde de Dranké, si je dis pas de bêtises, et qui va observer en fait les dragons, et puis bah voilà, il y a une histoire aussi d'un peu d'évolution du dragon. C'est super sympa, ça se lit hyper vite, c'est magnifique, je vous remettrai des plans, et c'est vraiment... c'est une lecture doudou, hein. Franchement, c'est hyper agréable, c'est hyper fluide. Je vois pas comment vous en parler plus. Ça, encore une fois, principalement un artbook. Je vais vous lire la 4e. Partie en quête des 5 étincelles en compagnie d'Edith et de Lugrine. Explorez Drehanke, rencontrez les dragons légendaires et qui sait, vous pourriez alors revenir avec un peu de leur magie. Et contrairement au premier, celui-ci, il y a beaucoup en fait d'éléments au foil à l'intérieur comme ça avec des feuilles d'or si vous voulez. C'est vraiment super beau. Pour rester dans le thème des dragons, j'ai ensuite lu Les Aînés, donc là c'est le premier tome d'une trilogie écrit par Serena Howell, édité aux éditions Plume Blanche. C'est un coup de cœur, hein. Franchement j'ai vraiment adoré, là je vous le dis tout de suite, c'était vraiment une super lecture. En plus c'est quand même un gros bébé, hein, donc j'étais vraiment hyper contente de pouvoir être dans cet univers pendant un bon moment. Alors, le livre est découpé en 3 parties. Dans la première partie, on va suivre un jeune homme du nom de Denor, qui a été appelé plus jeune au service des dragons. Pour vous résumer un petit peu l'univers, en fait, donc on est dans un univers où les dragons sont des dieux, et où ils vivent ensemble avec des humains dans une grande tour. Et certains humains très privilégiés vont avoir la chance de pouvoir se lier en fait avec un dragon. C'est comme si leur âme était communiquée si vous voulez. Et donc évidemment tous les gens qui sont appelés dans cette tour rêvent en fait de se lier avec un dragon et de devenir leur maître. Alors je suis pas hyper fan du terme de maître. Je sais qu'il n'y a pas de relation en fait de dominance et de dominer dans ce terme là, dans ce récit. Mais moi du coup j'aime quand même pas trop le mot maître parce que j'aime pas cet aspect d'appartenance que peut avoir ce terme là. J'aurais préféré qu'il y ait un autre mot mais bon voilà, c'est celui qui est employé, c'est pas hyper grave non plus. Et donc le jeune Denor rêve de se lier avec un des dragons et ça va arriver. Le problème c'est que ça va arriver pas du tout avec le dragon qu'il imaginait parce qu'il va se lier en fait avec donc Asroth qui est le dragon de la mort et donc qui est évidemment un dragon que personne ne veut approcher de près comme de loin. Et très déçu, il va devoir apprendre à vivre et à collaborer avec ce dragon. Et donc ça, c'est toute la première partie du roman. Ensuite, il y a une deuxième partie. Je peux pas vraiment vous la résumer sans vraiment spoiler. Donc, pour faire très simple, on suit les événements de la première partie, mais vu par une autre personne. Donc ça permet d'avoir un second point de vue qui est plutôt intéressant. Et en fait, le roman aurait pu s'arrêter là. À la deuxième partie, ça aurait été vraiment parfait parce que ça boucle très bien en fait ce premier roman. Mais à la fin, on a une troisième grosse partie. Donc c'est en fait dans la troisième partie les origines des dragons, comment est-ce que leur univers s'est créé. Alors c'est très intéressant. C'est pas la partie que j'ai la plus préférée, mais ça reste hyper intéressant parce que du coup ça répond à beaucoup de questions qu'on peut se poser tout au long du récit. Le problème c'est que du coup en troisième partie, ça casse un peu en fait la deuxième partie qui se finissait, voilà, qui était vraiment la fin, c'était une bonne fin. Et du coup, rajouter ça derrière, bah ouais, je sais pas, ça casse un peu le récit, je trouve. Mais le problème, c'est que ne pas l'avoir, ça aurait été compliqué aussi parce que ça donne beaucoup de clés pour comprendre l'univers. Donc c'est ça qui est un peu compliqué et je pense que ça aurait été très chiant et très compliqué de le placer ailleurs parce que du coup, si on plaçait cette troisième partie comme première partie du livre, le problème c'est que ça aurait répondu à des questions qu'on ne se posait pas encore. Et ne pas le donner du tout, bah ça aurait laissé beaucoup dans le flou. Donc c'est vrai que je sais pas trop où est-ce que cette partie aurait pu être mise. Donc elle est bien où elle est, mais du coup ça casse un petit peu la fin. Mais j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment un très gros coup de cœur et j'attends impatiemment le tome 2. Et pour ce qui est de la 4e de couverture, depuis la tour, leur demeure, les aînés et leurs maîtres veillent sur les 7 royaumes. Être appelé à les servir est un honneur. Se lier à l'un de ces dieux est le rêve. Il en existe toutefois un pour lequel personne ne nourrit la moindre ambition. Asroth, l'incarnation de la mort qui entraîne l'esprit de ses maîtres l'un après l'autre vers les ténèbres et nourrit leur âme du sang de la guerre. Ensuite, j'ai lu Nox de Héloïse Tang et là c'est publié aux éditions du Chat Noir. Alors la couverture est absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais la couverture de Les Aînés est aussi faite par Shane et donc elle est absolument superbe. J'ai pas été hyper emballée par ce récit. En fait, on suit l'histoire de 3 jeunes gens dont j'ai oublié le nom, donc c'est pour vous dire à quel point ils m'ont marqué. L'une d'entre elles a été enfermée quand elle était plus jeune dans un asile psychiatrique parce qu'elle entend des voix.
Et bon voilà, on va partir sur un récit un peu de sorcière et de schizophrénie, mais c'est, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas hyper incroyable en fait. C'est pas acheté non plus, mais ça m'a pas marqué plus que ça. J'aurais voulu être vraiment plus transportée parce que ça promettait de quelque chose de très surnaturel et au final, bah encore une fois, ça allait un petit peu, mais c'est pas non plus incroyable. Donc bon, bah je sais vraiment pas comment vous le résumer plus, je vais vous lire la quatrième de couverture. Par contre, la couverture est absolument magnifique. Dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village, vous soufflent des images. Un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qu'il renferme. Elles vous content une histoire de sorcière, vous narrent ces chapitres maudits. Sous un linceul de cendres, gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leurs secrets, leur peur, la vôtre, il est déjà trop tard, bienvenue à Clermont. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais ça m'a pas marqué, j'ai déjà oublié pas mal de choses. Ensuite, j'ai lu Le Patient, qui est un roman graphique illustré écrit par Timothée Le Boucher, et là c'est publié aux éditions Glénat. J'avais déjà lu son premier roman graphique qui était donc Ces jours qui disparaissent, et celui-ci j'ai bien aimé, mais beaucoup moins. On suit Pierre, donc, qui est le jeune homme ici, qui est dans le coma en fait au début du récit, parce qu'il s'est fait attaquer et que toute sa famille a été assassinée. Et on va suivre en fait du coup sa rééducation un peu au début, parce qu'il est paralysé et il faut qu'il apprenne à remarcher, etc. Je vais vraiment pas vous en dire plus parce que le problème c'est que sinon ça risquerait complètement de spoiler l'intrigue, donc il n'y a aucun intérêt. J'ai moins aimé parce que le côté psychologique était un peu trop présent. Dans le premier, il y avait un côté un peu surnaturel et la fin était vraiment what the fuck et ça m'avait grave marqué. Là, la fin, c'était un peu en mode ouais, bon bah voilà, vous vous démerdez, je vous mets une fin et voilà quoi. J'ai la flemme de vous lire la quatrième de couverture, elle est beaucoup trop longue, du coup pour ce coup-là, je vous mettrai un insert. Ensuite, j'ai lu Tout droit jusqu'au matin, écrit par Liz Braswell, et là c'est aux éditions Hachette et Rose. Donc c'est un Twisted Tale, donc en fait c'est une réécriture d'un conte Disney. Donc là c'est évidemment la réécriture de Peter Pan. Alors non, en fait c'est pas exactement une réécriture, c'est comme il y a écrit en haut. Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. J'ai trouvé le concept hyper intéressant. En fait, le problème c'est que moi j'imaginais ça comme étant... vraiment, c'est-à-dire que Wendy découvre entièrement le pays imaginaire en y allant avec Crochet. Je pensais qu'elle allait être du coup du côté de Crochet, qu'elle allait s'attacher au capitaine Crochet. Et en fait, non, c'est juste que elle va payer son droit de passage pour aller au pays imaginaire à Crochet et elle va y être emmenée par Crochet. Mais elle connaît les aventures déjà de Peter Pan et donc elle sait déjà entre guillemets que Crochet est pas gentil. Et du coup, je trouve que ce titre-là est un peu trompeur parce que c'est pas exactement ce que moi je m'étais imaginé. Par contre, c'était quand même super intéressant. Moi, je suis une très très grande fan de Peter Pan, c'est un de mes Disney préférés. Et c'était vraiment cool, surtout qu'en fait, on va suivre beaucoup la relation de Wendy et de Clochette. Clochette, que je trouve est d'ailleurs un personnage absolument détestable hein, dans le Disney, dans le livre originel. Et là, c'est très intéressant de la voir avec un côté un peu plus humain. Donc, bah voilà, pour vous faire court, en fait, Crochet a prévu de détruire le pays imaginaire et donc Wendy, avec l'aide de Clochette, va devoir le sauver et sauver Peter Pan aussi parce que Peter Pan donc a perdu son ombre et c'est justement avec l'ombre de Peter qu'elle va payer son droit de passage pour aller au pays imaginaire. Et donc c'est Crochet qui la détient et qui torture un peu son ombre en fait pour essayer de trouver Peter et de le tuer. Donc voilà, c'était vraiment sympa, c'est pas inoubliable mais c'était vraiment un bon moment et moi j'ai adoré pouvoir me replonger en fait dans le pays imaginaire. Et quatrième de couverture est encore une fois beaucoup trop longue donc je vous ferai aussi ce coup-ci un insert. Ensuite, j'ai lu Goths. Alors, je sais pas qui a écrit le manga et qui l'a dessiné, mais il y a deux noms en haut, Oiwa Candy et Otsuichi. Et c'est aux éditions Senpai. Alors, en fait, je n'ai pas acheté dans le sens propre du terme ce manga. Pour vous faire simple, je voulais acheter donc Aidat. Et j'ai eu gratuitement, entre guillemets, sur Vinted, Goth qui était avec, parce que c'était 5 € les deux, donc bah du coup je l'ai pris puis je l'ai lu. Apparemment c'est adapté d'un roman, et franchement j'ai trouvé que c'était nul. Franchement, j'ai trouvé ça nul. On est sur un truc d'horreur avec des meurtres. Sauf que c'est tiré par les cheveux, c'est bidon, c'est niais, c'est... J'ai vraiment pas du tout aimé. Franchement, je vous le recommande pas. Les tranches sont noires, c'est sympa. Mon copain l'a lu aussi, il a dit que c'était aussi nul à chier, donc...
Voilà, on a vraiment pas du tout aimé que ce soit lui ou moi, donc voilà, vraiment, je vous le montre parce que je l'ai lu, mais sinon je pense que je vous le montrerai pas. Et donc ensuite j'ai lu Hagdads. Alors vous excuserez le petit marque-page en haut, mon copain est en train de le lire, donc c'est pour ça. Donc c'est un manga écrit par Masazumi Kakizaki, et là c'est aux éditions Kiyun. En fait, c'est un manga que j'avais déjà lu au lycée parce qu'un camarade de classe me l'avait prêté. Il m'avait fait vraiment grave flipper à l'époque, je m'en souviens. Je l'avais relu là, il y a quelques années de ça en version numérique, et là en fait j'avais envie de le racheter pour voir est-ce qu'il me faisait toujours aussi peur. Alors il est très gore. Pour le coup là c'est vraiment pas quelque chose que je recommande à tout le monde, il est hyper gore et hyper malaisant. Et bon, c'est intéressant, mais c'est plus non plus, ça m'a pas autant effrayé qu'à l'époque. En fait, on suit l'histoire, j'ai plus les noms en plus en tête, mais en fait, on suit l'histoire d'un couple qui est un peu sur le point de rupture et qui compte divorcer et qui ont décidé de se laisser une dernière chance et de prendre des vacances. Sauf qu'en fait, ils vont se perdre dans la montagne et le mari veut essayer de tuer sa femme. Et ils vont se retrouver enfermés dans une grotte avec un monstre hideux, voilà, qui va essayer de les bouffer. Et voilà, le pitch, hein, c'est assez classique. Il y a quand même un retournement de situation à la fin. Celui-ci, je vous le recommande déjà un peu plus hein, que Goff, mais c'est pas non plus incroyable. Ouais, voilà, en fait, je l'ai voulu le relire par nostalgie un peu, mais ça m'a pas effrayé tant que ça. Hein. Et pour finir avec cette belle lecture, à la fin de novembre, j'ai lu Ombre, qui est écrit par Angela Rekin et c'est aux éditions Plume Blanche. J'ai adoré. J'ai fait une petite review déjà sur Insta. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je l'avais mise en story. On est dans un monde post-apocalyptique en fait où les humains vivent sous terre parce qu'à la surface il y a des ombres, d'où le nom du livre, qui ont pris le contrôle. Donc ce sont des êtres faits de sang coagulé, c'est un peu dégueulasse, et qui tuent les humains et qui aspirent en fait leur énergie vitale. Et donc on suit en fait Ellis et Kira. Ellis qui est une jeune femme qui fait partie de cohorte garde, donc c'est en fait un peu la milice si vous voulez. Des soldats, qui donc a pour but de protéger si des ombres entrent dans la cité, et Kira qui lui fait partie de la cohorte mort, qui doit son nom parce qu'en fait cette cohorte, donc ce groupe de soldats, va à la surface pour se foutre sur la gueule avec les ombres et essayer de les décimer, et donc forcément il y a beaucoup de personnes qui meurent. Le livre est découpé en deux parties. Dans la première partie on va suivre en fait l'histoire et la rencontre entre Kira et Ellis. Donc c'est une histoire d'amour, c'est pas du spoil, hein. Franchement dès les premières pages il y a une tension sexuelle, on la sent, on sait qu'elle est là, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer entre eux, c'est indéniable. Donc on suit leur histoire et on suit en fait comment est-ce qu'ils vont apprendre à se découvrir, parce que Kira a été capturé par les ombres il y a à peu près 1 an de cela. Quand il est revenu, il était complètement changé, il était très froid, et donc il est considéré comme étant vraiment une personne exécrable. Et leur histoire d'amour va forcément être un peu bancale, un peu branle-ballante, voilà, parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui peut avoir des sentiments. Dans la deuxième partie, on va avoir beaucoup plus d'action, je peux pas vous résumer la deuxième partie parce que en fait c'est littéralement du spoil, mais on va avoir vraiment beaucoup plus d'action et c'était vraiment super sympa. J'ai adoré. Je peux pas dire que ça fait partie de mes coups de cœur parce que en fait il manque un petit truc, je sais pas pourquoi. C'était vraiment hyper prenant, mais il manque un truc en fait, un tout petit truc qui aurait fait que ça aurait pu être un coup de cœur. Néanmoins j'ai vraiment beaucoup aimé et je recommande vraiment à quiconque voudrait un one shot un peu sanglant. Franchement c'était génial, la couverture est absolument magnifique. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on a réponse à quasiment toutes les questions qu'on peut se poser tout au long du récit, et ça c'est cool parce que moi j'aime pas trop les histoires où à la fin en fait on sait pas, on est toujours dans le flou. Là on va avoir vraiment réponse à presque toutes nos questions et ça fait du bien en fait. Ça permet de vraiment boucler l'histoire et de plus avoir à se reposer encore et à faire 1 milliard de théories sans avoir jamais de réponse. Donc voilà, c'était vraiment super cool et je le recommande vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette update lecture de novembre. C'était déjà pas mal, hein. J'ai lu plus d'une dizaine de livres, donc je suis plutôt fière de moi encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!